Un veau vient de naître. On l'ignore souvent, une vache doit donner naissance à un veau chaque année pour produire du lait. Mais que fait-on du petit veau? C'est une petite femelle. Pour un agriculteur qui a un petit veau, une femelle, ça représente quoi? Ça représente l'avenir. C'est des futures vaches qui vont renouveler le cheptel de l'exploitation d'ici 2 ans. Si ça avait été un mâle? Alors, si c'est un mâle, il est destiné pour l'engraissement, pour de la viande, et puis il part au bout de 3 mois, 4 mois. L'homme remplace la mère. Vision idyllique et réalité cruelle. Un petit mâle, c'est notre future viande de veau. Et si on ne les mangeait pas, ils n'existeraient pas. Entre l'animal et l'humain, c'est une relation de 10 000 ans. Je te mets au monde, je t'élève, je te tue et je te mange. Le cycle de la vie. Voilà, même pas après une demi-heure après la naissance, ils arrivent à tenir debout. Vous mangez de la viande? Vous savez comment elle est produite? On est tous frappés d'amnésie face à notre côtelette. Pourtant, nous sommes tous touchés par la vie de nos animaux. Mais est-ce qu'on connaît vraiment leur vraie vie? Est-ce qu'on ne nous raconte pas des histoires avec ces poules suisses heureuses en plein air? On va vous montrer que le plein air, ça n'est pas du plein air, ça ressemble plutôt à ceci. Que nos côtelettes pas chères vivent comme ça, confinées, en masse, sans jamais sortir. Alors que c'est possible d'aller dehors, on en a vu, ça existe les animaux heureux. Même si on les élève pour les tuer. Nous avons découvert qu'on pouvait fabriquer du hamburger en laboratoire. Vous allez comprendre comment la vache d'airain, le taureau plus exactement, est enfermée pour être mangée. Devant la mort, nos côtelettes ne sont pas égales. Il y a la mort traditionnelle et la mort industrielle, à la chaîne. Qu'avons-nous fait à nos animaux domestiques? Eh bien nous, amateurs de viande, nous ne sommes pas revenus indemnes de cette aventure. La vie de notre côtelette commence ici. On est dans une maternité de 250 truies. Elles font 60 porcelets dans une vie et après, casserole. En bleu, Daniel Hannon, famille de barons du cochon depuis 2 générations. Ils nous ont ouvert leurs portes en toute transparence. Si vous mangez du porc, vous avez forcément mangé du Hannon, le plus gros producteur de Suisse romande avec 6000 cochons. Là, on voit la taille. 12 cochonnets par portée, 3 fois plus que dans les années 50. Le cochon, ça rapporte une vraie tirelire. Ouais, ils sont tout mignons. Joli. Venez voir une fois un petit porcelet dans vos bras. Je suis sûre que vous en prenez pas souvent. Allez, hop. D'accord. Ils sont jolis. Non, mais la dernière fois que j'en ai pris un, il m'avait fait caca dessus. Alors, il ne m'avait pas content. Mais Vous oui. les touchez pas souvent, alors. Hein? En tout cas, il sera bien traité. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Il sera des signes à la casserole. Oui, mais on voit quand même que quand ils sont petits, quand ils sont petits, ben voilà, ils sont tout mignons. Mais après, quand ils viennent plus gros, vous verrez à la suite,
C'est vrai qu'on les trouve moins mignons, peut-être. Voilà. C'est une porcherie industrielle, une usine à porcelet. Leur vie n'est pas bien longue, 4 à 6 mois et quick, l'abattoir. Pour ceux-ci, destination engraissement intensif. En 3 mois, ils vont atteindre une centaine de kilos. Des cochons dans des halles industrielles comme ça, il y en a plus de 2 millions en Suisse. Et vous ne les verrez jamais. Les futures mamans passent 10 jours bloquées pour être inséminées. Avant, pour faire leurs petits, c'était une vie entière enfermée derrière les barreaux. On doit trouver un équilibre entre justement bien-être de l'animal et rendement quand même. On peut pas... Voilà, Pour vous, ici, c'est bien-être à 100% pour les animaux? Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui. Point de vue élevage, oui. Heureuse, ces truies? Absolument pas pour Keta Miguet. Végane convaincue, elle milite depuis 20 ans pour la protection des animaux et contre toute forme d'élevage. Donc là, on est à la porcherie de Ropra. C'est une porcherie que j'ai déjà dénoncée maintes fois depuis une dizaine d'années. Et ici, notamment, il y avait un cochon mort. Si ce n'est l'odeur, personne ne pourrait suspecter qu'il y a des animaux là qui sont en souffrance et qui ont une vie de misère. Septembre dernier, ces images bouleversent les réseaux sociaux, la presse et toute la Suisse romande. Des cadavres dans 3 porcheries à Nunn. Un univers infect, innommable, et la mort. Cette porcherie-là m'a vraiment marquée parce qu'il y avait des animaux malades, il y avait des cadavres, il y avait des cas de cannibalisme. Et j'ai rarement vu une porcherie aussi insalubre que celle-ci. Qu'est-ce qu'il y avait de plus choquant dans ce que vous avez reçu comme image? Le regard de ces cochons. Quand on voit qu'ils regardent l'objectif, puis ils ont l'air de dire « mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Qu'est-ce que vous voyez, M. Hannon? Alors, je vois des porcs qui sont dans une porcherie. C'était la vôtre? C'est une porcherie où il n'y a pas de fenêtre. Hein. C'est mon père qui est locataire Mon père est locataire depuis... c'est une porcherie quand même qui date des années 60. Hein. La porcherie de son père, Willy Hannon, a été fermée par le vétérinaire cantonal vu son état pitoyable. Pour les autres, pas de souci. Pourquoi garder ces vieilles porcheries? Il y a l'aspect purement économique. On doit avoir une certaine taille, on a des quotas de vente, on a des contrats où on doit absolument fournir tant d'animaux par semaine. Si on veut rester dans la course, on est obligé d'avoir quand même un certain volume. Sinon, il faut faire un autre métier, quoi, voilà, parce que c'est pas possible de vivre de ce métier. Ils sont 1000 dans ce hangar. Ad aeternam sur du béton troué, juste au-dessus de leur déjection. Et c'est légal. La nouvelle loi sur la protection des animaux leur accorde un peu plus de place. 11 par box au lieu de 15. Pas grand-chose. Et ça pue. Et ils ne sortiront jamais. Mais est-ce que des fois, vous imaginez la vie de ces cochons enfermés tout le temps? Ils ne voient pas le ciel, puis à la fin, ils meurent. Vous y pensez? Non, alors, pas vraiment. Comme je dis, ce qui est important, c'est de s'en occuper le mieux possible. Après, le reste, c'est la vie. Pour moi, c'est presque pas normal. J'ai toujours eu l'élevage de porc, j'ai toujours vu ça. Donc, pour moi, ça paraît normal que voilà, on engraisse un porc après, il part à la boucherie. Ça paraissait. Pour moi, ça paraît tout à fait normal. Donc, on ne se pose pas forcément 36 000 questions. 10, j'arrive! La publicité cache la réalité.
Elle ne nous montre jamais la vraie vie des élevages industriels. Un autre pour toi. C'est pour ça que je travaille avec des fermiers de la région, parce que je sais qu'ils s'occupent bien de leurs bêtes. De la viande suisse, produite dans le respect des animaux et de l'environnement. C'est ça qu'on veut, nous. Et nos clients aussi. Viande suisse, la différence est là. Et l'indifférence est ici. Donc là, depuis la dernière fois que je suis venue, ils ont déjà un petit peu grandi. Les cochons, c'est des animaux qui sont très joueurs, qui ont des mœurs sociales, qui courent, qui gambadent, qui jouent. C'est vrai. Et là, ils peuvent rien faire, quoi. Ils sont entassés dans la nature. Ils se trouvent dans la terre, mais pas dans la merde. Et là, ils vivent dans la merde. La majorité de la viande que nous mangeons vit enfermée et on cache les animaux dans ces hangars. Alors là, c'est vrai que c'est bucolique, hein. Les vaches, les pâquerettes. C'est magnifique, les arbres sont en fleurs. Et puis après, il y a l'envers du décor. Il y a des porcheries ou des halles avicoles dans lesquelles les animaux sont enfermés et ne verront jamais la lumière du jour. Et on va passer devant un hangar à poules qui contient des milliers d'animaux qui sont confinés là-dedans. C'est des machines à produire soit des œufs, soit des poulets pour le besoin du consommateur. C'est des animaux qui n'ont jamais vu le soleil de leur vie. On a interdit les batteries, mais élevage au sol, c'est ça. Vous voyez, là, par exemple, il y a un hangar à poules avec un soi-disant jardin d'hiver. Est-ce qu'elle pourrait sortir dans le pré qu'il y a juste devant? Est-ce que ce serait possible? Alors bien sûr, avec évidemment quelques précautions si on se trouve en lisière de forêt, parce que les renards viendraient évidemment se servir, mais avec une clôture électrifiée, bien sûr que ce serait possible. Il suffirait simplement d'ouvrir les portes pour laisser ces animaux à l'air libre. Mais même ça, on leur refuse, quoi. On les traite vraiment comme des objets. Nos animaux domestiques, des objets? Jocelyne Porcher est scientifique. Elle a étudié toutes les formes d'élevage et notre rapport aux animaux. On les chouchoute quand ils partagent nos loisirs et on les traite comme de la marchandise quand on les mange. Pourtant, sans les animaux, nous ne serions pas ce que nous sommes. Nos concitoyens sont ignorants des conditions d'élevage et donc ils ne savent plus rien du tout de l'agriculture, quoi. Et ça, ils ont des modèles de relations aux animaux qui sont les chiens et les chats, sans faire le lien du tout, par exemple, avec les vaches. Or, les chiens, c'est des animaux domestiques. Les vaches, c'est des animaux domestiques. On est dans une relation avec eux depuis 10 000 ans. Depuis 10 000 ans, ils nous ont aidés à devenir humains. Il faut rendre aux animaux, effectivement, ce qui leur appartient, leur rendre le don qu'ils nous font depuis 10 000 ans. Hein, ça se passe bien? Ici, personne n'est végétarien ni végane. Stéphane Dinard élève ses bêtes dans la pure tradition du Sud-Ouest, l'antithèse de l'élevage intensif. Tous les animaux peuvent sortir et s'ébattre en plein air. Voilà, mesdemoiselles, la ration. Voilà, pour moi, c'est ça une vie bonne. C'est une vie où les animaux sont dans leur propre monde. Les vaches, dans un monde de vaches, elles peuvent brouter, elles peuvent marcher, elles peuvent être en relation entre elles. Les cochons, dans un monde de cochons, ils peuvent creuser. Les poules, dans un monde où elles peuvent courir. Voilà, chaque espèce animale a son propre monde. Et ce propre monde prend sens à travers l'expression de leur sens. Et là, je suis en train de prévoir, j'ai commencé à préparer des nouveaux parcours pour quand il va y avoir les naissances. Tous les jeunes, ça va être séparé, ça va partir. Là, j'ai 1 hectare de bois à finir de clôturer. C'est pour les cochons, quoi. Alors, les pépettes? Faire naître, vivre et mourir ces animaux à la ferme, et pas ailleurs. En France comme en Suisse, tuer à la ferme, c'est interdit. Et c'est le combat de Stéphane. Il a créé le collectif « Quand l'abattoir vient à la ferme ». 400 éleveurs qui veulent faire boucherie à la maison. Moi, je pars du principe, c'est tant qu'elles sont sous ma responsabilité, c'est que je fasse mon maximum pour qu'elles aient une vie dans les meilleures conditions possibles, quoi. Après, le jour vient qu'on a décidé qu'on devait les abattre. Là, ça reste des animaux de consommation. Donc, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose de problème, c'est que ça se passe mal quand on doit le faire. C'est-à-dire? C'est pour ça que je ne vais pas à l'abattoir, parce qu'en fait, c'est toute la problématique, c'est ce qui a fait que j'ai fait ces choix-là, en fait. C'est le stress du chargement. Donc tout le temps que je leur ai laissé auparavant vivre tel qu'elles ont vécu, en fait, ça va être gâché là, dans ce délai-là, quoi.
le chargement, le transport et l'attente en abattoir. Une belle vie au grand air versus une vie de confinement et d'ennui. Retour en Suisse dans l'élevage industriel des Hannen. Ça se passe toujours de nuit. Comme ça, on ne dérange pas les voisins. C'est la première sortie de leur vie, mais c'est le couloir pour l'abattoir. Dans un élevage industriel, enfermé tout le temps, ils prennent 900 grammes par jour. À 6 mois, ces cochons si jeunes pèsent déjà une centaine de kilos et sont fin prêts pour l'abattoir, bien gras, bien gavés, bien dodus. Les deux grands abattoirs industriels de Suisse sont ceux de la Coop et de la Migros. À eux deux, ils tuent 1 500 000 cochons. Micardin, c'est la Migros, leader de la transformation de viande. Ici meurent chaque année 400 000 porcs, 28 millions de poulets, 100 000 bovins et un cochon toutes les 15 secondes. Et il paraît qu'ils ne souffrent pas. Nous avons investi sur le site de Courtepin pour pouvoir répondre le mieux possible à cette thématique-là. On a une technologie d'anesthésie qui est protocolée d'après toutes les normes et toutes les recommandations de la protection suisse des animaux. Donc nous nous sommes munis d'un instrument de travail nous permettant d'être vraiment à la pointe sur le thème de la protection des animaux. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Moi, quand je regarde les yeux de ces cochons, je ne pourrais jamais les tuer, j'arriverai pas. » Dans notre activité de transparence au niveau de l'entreprise, nous organisons beaucoup de visites. C'est-à-dire que par année, visite à peu près 2000 personnes l'entreprise pour notre transparence. Je n'ai jamais eu une seule personne qui m'a fait cette remarque-là. Que c'était un assassinat, par exemple? Jamais. Jamais. Là, c'est vraiment la fin. Suite aux affaires de maltraitance animale dans certains abattoirs français, Migros nous a ouvert ses portes, sans omettre aucune des étapes du processus de mise à mort. C'est une première. La lumière bleue aurait un effet calmant. Les cochons sont conduits en groupe. Ils n'aiment pas être séparés de leurs congénères. Une nacelle les descend 3 par 3 dans un puits de CO2, du dioxyde de carbone. Et là, ils vont perdre connaissance. L'employé touche la rétine pour vérifier l'étourdissement. Le cochon n'est pas mort, mais inconscient. C'est le coup de couteau et la saignée qui le tuent vraiment.
Au niveau des collaborateurs qui effectuent cette activité, ils connaissent comment est-ce que je dois bien faire mon travail pour vraiment avoir une continuité. Donc vraiment bien positionner le couteau pour vraiment qu'il y ait ce jet de sang qui est synonyme de fin de l'animal. 240 porcs à l'heure, c'est la vitesse d'abattage. Des vétérinaires à demeure vérifient inlassablement, une à une, chaque carcasse et traquent défauts, abcès, anomalies. Et puis, on plonge dans les entrailles du conditionnement. Un flux de démembrement en cadence, méthodique et en masse. Une étrange chorégraphie pour assouvir ces 23 kilos de porc avalés par personne et par année. Le Suisse aime le cochon. Et on se perd entre les barquettes. Alors, si le sort des animaux vous tient à cœur, l'étiquette bio, c'est mieux. C'est la seule qui garantit le pâturage. Oui, c'est un peu plus cher, mais pour 1 kilo de viande bon marché, vous avez environ 600 grammes de viande bio. Et l'animal est mieux traité. Et le bio, ce n'est pas forcément pour les riches, pour les bobos. C'est un choix, et c'est celui de Stéphanie. En famille, il y a 5 personnes à nourrir. Elle achète moins de viande qu'avant, mais se soucie davantage des conditions de vie de l'animal. Quand vous choisissez, vous regardez quels critères, par exemple, pour des côtelettes? Alors déjà, le prix au kilo, parce que c'est quand même important de savoir combien est le kilo, c'est là qu'on va avoir une bonne idée du prix. Et puis ensuite, la provenance, la qualité, s'il y a des indications qui sont mentionnées sur les types d'élevage, éventuellement de l'alimentation. Ça, c'est pour moi un petit peu ce qui est important. Bonjour. Madame, que puis-je pour vous? Là, je vois que vous avez de la vache race des Reims. Oui. Alors écoutez, je vais prendre un morceau d'entrecôte. Donc c'est de la région. C'est des animaux de la région. Juste encore une question. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient la viande exactement? De quel éleveur? Alors, on n'a pas l'éleveur, mais par contre, on a les codes barres et tout ça. Je peux vite aller chercher. Volontiers, ce serait gentil. Alors voilà, là ici, vous avez le lot pour savoir d'où il vient, quand il a été abattu. Tous les morceaux correspondent à ce lot, viennent de la même vache. Mais là, si je vous le demande, vous pouvez me le sortir? Oui. À moi, pas, je peux pas. Là, c'est à la centrale. Ah ouais, moi, je peux pas. J'appelle la Martigny. Exactement, voilà. Merci, monsieur. Ouais, merci beaucoup, madame. Bonne journée. Stéphanie a mené l'enquête. Elle a appelé la centrale Migros-Valais, qui lui a donné le nom de l'éleveur. Il était juste à 10 km. Et là, surprise. La vache d'airain, quand c'est celle qu'on mange, c'est du jeune taureau. Et il vit comme ça, enfermé. Rendement maximum et profit. Et donc ils ne sortent pas, en fait. Alors ils sortent, à part les petites courettes comme ça, ils vont pas à la pâture. D'accord. Voilà. Donc c'est des animaux qui ne mangeront jamais d'herbe fraîche. Jamais d'herbe fraîche, mais que de l'ensilage. Mais bon, l'ensilage, vous voyez, là, c'est le top, hein. C'est conservé dans des silos appropriés. Hein. 350 taureaux de la race d'airain, et ils naviguent entre leur pitance et un mini balcon en béton. Et les grandes surfaces appellent ça élevage en plein air. À un peu plus d'une année, on les tue. Les gens pensent souvent alors que pourtant les animaux qui sont élevés en plein air sont meilleurs. Mais je pense pour la qualité de la viande, vraiment, je pense pas qu'elles sont meilleures. Hein, pour la qualité de la viande. Hein. Alors la qualité de la viande, mais après la qualité de vie de l'animal. Alors si on part là-dessus, alors peut-être bien, mais vous voyez qu'ici les bêtes sont pas mal, hein, on n'entend pas crier. Il y a quand même un choc. Il y a toute une symbolique avec le Valais, sa vache d'airain dans les montagnes. Donc l'image bucolique qu'on voit en général, elle est fausse. Elle est fausse. Oui, elle n'est pas représentative par rapport à ce qu'on fait là, quoi. Voilà. Ici, on essaye de faire la viande de qualité que le consommateur aime, quoi. Voilà. En famille, la viande, c'est qu'une seule fois par semaine. Parce qu'il y avait beaucoup d'animaux
dans des box. Mais de l'extérieur, tu vois rien. Tu pourrais pas penser qu'il y a 350 vaches là-dedans. 350. Ouais. Alors, ça fait vraiment pour moi élevage industriel en fait. Comme on avait vu les cochons. Pour moi, j'imaginais comme quoi c'était clairement une vache qui était à la montagne, dans les pâturages, et puis qui pouvait vraiment manger tout ce qu'il y avait autour. Puis surtout qu'elle puisse bouger, quoi. Nous, si on reste enfermé dans une pièce, puis qu'on peut pas bouger, on perd déjà pas mal. Ouais. Puis niveau du mental, ça doit pas être super pour l'animal, quoi. Rester enfermé comme ça. La famille préfère se servir chez les petits producteurs. Ce lien direct, c'est ce que propose Happy Meat, une start-up qui vend de la viande bio. Le principe, se partager un bœuf à plusieurs, avec des nobles et des bas morceaux. 10 à 15% moins cher qu'en grande surface. Ce coup-ci, tu as eu de l'épaule. La dernière fois, tu avais eu un rôti roulé de cou. Mais tu verras, c'est top aussi. Combien ça te fait? Alors, c'est le classique, il est à 189. Ok. Ça me permet d'avoir plusieurs types de viande que sinon je cuisine pas à l'habitude. On en mange énormément avec ma femme. Et du coup, le fait de pouvoir réduire un peu les dépenses là-dessus, tout en mangeant de la viande de meilleure qualité, locale, qui a été bien traitée, c'est vraiment c'est win-win. Pourquoi c'est tellement important? Je trouve que la viande, ça mérite d'être considéré comme un animal à part entière et pas juste comme une industrie où on désosse les carcasses comme on désosse les voitures. C'est ça. Ouais. Merci, hein. Et puis, à la prochaine. Partager son animal, c'est aussi connaître son vécu. Ce n'est pas une viande comme une autre, c'était un être vivant avec une histoire. L'antithèse de l'industriel et des usines d'engraissement. Nous, on veut aller à l'encontre de ça. Happy Meat, c'est notre concept avec Partage ton bœuf. Il veut vraiment montrer aux gens qu'il y a moyen de faire différemment aujourd'hui. Donc, on propose cette façon de consommer où vous pouvez vraiment aller voir toute la chaîne. Vous pouvez aller rencontrer nos producteurs. Vous pouvez aller voir les animaux qui broutent dans les prés avec des espaces énormes à l'alpage. Et ça se ressent une fois dans l'assiette. Alors, tous ces veaux-là sont nés sur l'alpage que tu connais. Moi, je ne veux pas les garder dedans. Je veux les avoir 9 mois par année, si possible, au pâturage. Claude-Alain Guébard est l'un de leurs éleveurs. C'est la 3e génération d'agriculteurs. Ici, c'est bio à 100%. Il croise 2 races à viande, des blondes d'Aquitaine avec un taureau angus. Le taureau, c'est celui qu'on avait vu à l'alpage l'année passée. Hein. C'est le taureau Guido. Ouais, il fait une bonne tonne et quelques. Ouais. Et il est calme comme un agneau. Magnifique. Là, regarde, elles attendent qu'on leur amène un peu à manger. Là. Alors, écoute, la nourriture des vaches est bio, cultivée sur l'exploitation. Aujourd'hui, ils viennent choisir leur prochaine bête. On laisse plus de temps de vie à l'animal que dans un élevage industriel. Alors ça, c'est une femelle. L'autre, c'est un mâle. Hein? D'accord. C'est une femelle, donc on peut s'attendre à ce qu'elle soit un peu grassouillette. Oui. Mais moi, j'aime ça. Je suis la même chose, j'adore ça. Et puis, c'est le jour du grand départ. Le grand départ pour l'abattoir. C'est toujours un moment délicat. Quelqu'un me tient la barrière. Et pour les bêtes, et pour les hommes. Viens les filles, viens. Viens les gars, viens. Ça va être le dernier voyage. Voilà. Calmement, calmement. Voilà. Donc ils vont décharger la vache pour recharger ensemble. Attention, la vache, on la connaît pas, hein. Pas qu'elle fasse du rentre dedans. Ouais, tu vois. Voilà, calmement. Oh, 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 oh. On y va. On y va. Viens la vache, elle est belle cette vache. Allez, allez, on monte, on monte, on monte. Allez, on monte, on monte. Allez la vache. Voilà. C'est bloqué, où ce truc? Voilà. C'est fait. C'est fait. Voilà. Ça s'est calmé tout de suite, ça va bien.
On va pouvoir rouler. Arrivé à l'abattoir de Clarens, les bêtes sont restées calmes dans la bétaillère. Viens vite, viens. Voilà. Voilà. Calmement. Voilà. Viens la vache. Viens la vache. Viens. Voilà. Viens la vache. Voilà. Viens la vache. Allons. 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 Voilà. Voilà. On y va. Allez, bon voyage. Qu'est-ce qu'on ressent quand on amène son animal qu'on a élevé à l'abattoir? Bien, j'ai fini mon travail et je suis allé jusqu'au bout du processus et je transmets ma responsabilité à l'abattoir et à la société et aux consommateurs hein, pour aller jusqu'à la fin de cette opération. Ouais. Je me sens ému. Non, je ne suis pas trop ému, mais enfin, c'est quand même pas anodin. On va prendre une vie. On va prendre une vie et ça a un prix. Et non, ce n'est pas de l'émotion, mais c'est peut-être quand même que je me sens concerné, quoi. Et puis que j'aimerais que le consommateur le partage. Ouais. C'est peut-être des fois un peu caché. Hein. Le consommateur, il ne voit pas ce sacrifice qu'on fait. Et moi, je l'assume. Ouais. Enfin, j'essaye en tout cas. On a le droit de prendre une vie pour manger. Bien sûr qu'on a le droit de prendre une vie pour manger, comme on a le droit de prendre une vie pour se défendre. Ça, c'est la loi de la nature. La nature est cruelle. Aujourd'hui, on fait croire aux gens que la nature, elle est généreuse, et qu'elle nous protège, et que c'est totalement faux. La nature est cruelle et la sélection naturelle est rude, et puis on en fait partie. Et il faut jouer ce jeu-là, sinon on se trompe. Voilà. Si je vous dis que moi, ce que je viens de voir là-dedans, je trouve ça horrible, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça aux animaux, il y a du sang partout, c'est inadmissible. Chère madame, si vous pensez comme cela, je peux l'entendre et même l'accepter, mais je vous dirais, bien, devenez végétarienne. Du point de vue de la diète, c'est même une bonne chose. Devenez végétarienne. Moi, je crois que c'est un peu exagéré de dire que si tu n'es pas capable de tuer un animal, tu n'auras pas le droit de manger de la viande. Mais ce que je dirais, c'est que si tu n'es pas capable d'accepter l'idée d'avoir tué un animal et que le sang est coulé, alors deviens végétarien. Mais en général, le consommateur, ce qu'il fait, c'est pas le rapprochement entre la bête et la viande qu'il a dans son assiette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour retrouver ce lien qui est perdu? Communiquer, communiquer, communiquer. C'est-à-dire? Ce qu'on fait maintenant. Faire autre chose que du marketing. Et puis peut-être ramener aussi un peu plus les consommateurs sur les fermes. Et leur montrer comment on le fait et leur faire prendre une part de cette responsabilité avec nous. Voilà.
Et leur faire accepter peut-être quelquefois de payer aussi un peu plus cher pour des produits de haute qualité ou des produits qui ont nécessité non seulement du travail, mais un sacrifice en l'occurrence. On a pris une vie, je l'ai déjà dit, je le répète. Ça a une valeur. De la future viande, il y en a des masses ici, mais vous ne la voyez jamais. Elle ne sort jamais dans les prés. Elle est juste sous ce silo vert. Plus de 300 taurillons d'engraissement sur 2 étages. Et le propriétaire prévoit de construire plus grand encore. Une nouvelle halle pour un élevage encore plus intensif. Ça, c'est du foin de prairie écologique qu'on a là tout. Donc, c'est des petites fleurs, c'est tous des beaux produits. Un bovin par nature, ça mange de l'herbe, pas des céréales. Et eux sont engraissés avec 90% de maïs. Voilà. Pour vous dire, ici, ça fait 50 ans qu'on fait des taureaux ici. Hein. On a tué 10 000 taureaux en 50 ans. Puis on n'a jamais eu d'employés autres pour faire notre travail. Hein. Il s'appelle comment celui-là? Je sais pas, il faut lui demander. Alors 48 C'est le numéro à l'oreille, ça. Morlaix, non, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Non. Votre grand-père, c'était encore un paysan. Aujourd'hui, vous vous qualifierez comment? Ben, disons que moi, je pense qu'on a l'âme paysage de toute façon, parce qu'on aime la terre, on aime le bétail, on aime ce qu'est la vie de campagne, comme on dit. Être dans les champs, voir le printemps, les saisons qui se passent, ça, c'est quand même ce qui nous fait aussi, qui nous donne le life motif, comme on dit. Il aime le bétail, mais le bétail, lui, il aime aller au pâturage. Stéphane Jeanneret a des visions plus gigantesques encore, à l'américaine. Il a déposé un projet mammouth, ici, en pleine zone industrielle. Une ferme des 1000 vaches, en Suisse. Il veut engraisser 1000 taureaux. Oui, 1000. Parqués dans une halle. Au sud de l'hangar se trouveront les silos pour le fourrage. Donc on pourra stocker le maïs pour nourrir les animaux. Le bâtiment, qu'on appelle la halle d'engraissement, se trouvera là-bas. Ils seront au bord de route, à une trentaine de mètres de la route. Les taureaux seront placés là-bas. Une halle avec autant de taureaux, on n'a jamais vu ça en Suisse. Vague de protestations dans la région. 14 000 signatures en ligne, 47 oppositions, une vingtaine de recours et des riverains mécontents. Malgré ça, les autorités neuchâteloises approuvent le projet. Seule concession aux opposants, on passe de 1000 à 600 taureaux. Que ce soit 500 ou 1000, le problème est un petit peu le même. C'est plutôt le principe d'une exploitation telle que celle-là. On ne peut pas parler d'exploitation agricole, on peut parler d'une aberration agricole. Mais à qui est-ce que ça profite, ce type d'exploitation? Alors, en tout cas, pas aux paysans, parce que ça va faire une pression sur les prix et l'agriculture paysanne, elle va pas pouvoir produire avec des prix qu'on presse, qui sont toujours plus bas. Donc on va arriver dans une situation où ils ne pourront plus. C'est aussi aux consommateurs de dire qu'on ne veut pas de viande pareille. Donc aux consommateurs de ne pas l'acheter. De ne pas l'acheter. Je dirais même qu'une des solutions à ne pas retrouver ça, c'est qu'il faut manger moins de viande, mais mieux. Oui, donc la viande qui est élevée sur des pâturages, choisir ce qu'on a. Ce n'est pas forcément marqué sur l'étiquette. Manger trop de viande, c'est mauvais pour la santé. Les preuves scientifiques s'accumulent pour confirmer qu'une consommation excessive peut provoquer des maladies graves. En moyenne, le Suisse mange 1 kg de viande par personne et par semaine. C'est 3 fois trop, surtout quand il s'agit de préparations comme les salamis ou les saucisses. En excès, les viandes transformées ont des effets néfastes, en particulier sur le risque de cancer, sur le risque de maladies cardiovasculaires, sur le risque de diabète aussi. Ne pas le mentionner, ne pas faire savoir ça à la population, à mon sens, ça serait criminel. Parce que dans 20 ans, on pourrait nous dire « Mais comment se fait-il? Vous le saviez et vous ne nous avez pas informés ». Voilà, une bonne journée.
beaucoup. Bonne journée. Une solution, même si ça nous coûte un peu plus cher, bien choisir sa viande, en manger moins, de la bonne, élevée en plein air et nourrie à l'herbe. Après l'hiver, c'est toujours la première fois qu'on les laisse en dehors. Ils sont heureux. Hein? Ils aiment bouger, ils aiment courir. Nous sommes tout près de Zurich, à 20 minutes du centre-ville. Niels et Claudia ont choisi le retour à la terre et un élevage bio, à taille humaine. Ils font de l'angus, mais aussi du cochon, des poules, en petite quantité. Tous les gens ils peuvent choisir 3 fois par jour quelle agriculture ils veulent. C'est une philosophie aussi. Philosophie, oui. De vivre avec les animaux, mais quand même on va les manger. On cherche la qualité. On cherche la qualité dans la viande, mais on cherche aussi la qualité dans la vie d'un animal. Niels a été végétarien pendant 20 ans. Il est devenu chasseur et il tue ses bêtes à la maison. Nos parents ou les grands-parents, ils ont tué sur les fermes. Et aujourd'hui, on perd ça plus en plus. On a quelques usines, mais ils ont toujours du stress. Quand une doit sortir de famille, il fait du stress. Ce n'est pas la mort qui le stresse dans la nature. C'est la séparation des autres. Niels est le seul paysan autorisé à abattre officiellement ses bêtes à la ferme. C'est une pratique courante en Allemagne, pas chez nous. Tirer une bête au fusil, dissimulée dans un mirador, à la maison, avec ses congénères, ça évite la pénible étape de l'abattoir. Tout est très codifié et ritualisé même. Il utilise un petit calibre pour étourdir l'animal qu'il choisit en fonction du meilleur angle de tir. Et il prend son temps. La bête ne se rend compte de rien. Un contrôle du boucher, puis ils ont 1 minute 30 pour saigner l'animal. Direction le tout petit abattoir local, à 5 minutes de voiture. Pour respecter les prescriptions fédérales contre les infections, ils ont 45 minutes en tout et pour tout pour amener la bête, la dépecer et l'éviscérer. C'était parfait, oui, ce matin. Les émotions, je mets à côté parce que je dois me concentrer. Pour ça que je fais de tirer bien. Comment il s'appelait celui-ci? Celle-là? Oui. C'était Granada. C'était une dame. 2 membres de la Société suisse de protection des animaux contrôlent tout le processus. C'était une bête très difficile à manipuler. Pour celle-là, ça aurait été une horreur avec le transport normal jusqu'à l'abattoir. C'était vraiment une sensible, ça je le savais. Je suis content pour cet animal. Il est grandi chez moi, il a une belle vie sur le pré. Et maintenant, aujourd'hui, ce matin, il est mort comme ça. Et maintenant, ce n'est plus un animal, c'est une nourriture de bonne qualité avec la vie dedans qu'il avait avant. Une belle vie, ça donne une bonne nourriture. Retour à la ferme, côté restaurant,
et qui génèrent une bonne partie de leurs revenus. Niels et Claudia ne font pas que vendre les produits de leur ferme, ils les cuisinent. Et ils cuisinent toute la bête, avec les nobles comme les bas morceaux. Je crois aussi la viande, les choses qu'on mange, il n'y a pas que les protéines et tout ça, il y a beaucoup de plus dedans. Il y a la nature, il y a, je sais pas, le rythme de la vie. Est-ce qu'on a une petite pensée pour l'animal qui était cette viande avant? Das ist der Dings, der Ursli. C'était le Ursli? C'était le Ursli. Il avait nom. Je sais qu'il avait un bon vie et pour ça, je peux le manger tranquillement. Mais nous, on a, avec cet Ursli, on est proche. On sait comment on le fait. On ne veut pas jeter une pièce de lui. On prend tout l'animal. On est une partie de la nature et on oublie ça. Et je pense pour le futur, c'est mieux. On peut nourrir les gens avec plus de petites fermes qu'avec des grandes usines. Vision idyllique d'un monde respectueux des animaux, mais qui reste l'exception. Presque toute la viande que nous mangeons est produite comme ça, et élevée comme ceci. En payant notre côtelette trop bon marché, nous cautionnons ces élevages, autant qu'ils sont. Nous sommes responsables de ça, même en Suisse. Dans le monde, c'est pire. 3/4 des terres arables sont consacrées à faire pousser le fourrage du bétail. Produire du bœuf en masse, c'est l'activité la plus polluante de notre planète. Le sommet de l'horreur, c'est aux États-Unis, avec leurs usines à vaches sans arbres, sans herbe, et leurs lacs de pisse et de merde. Les élevages américains produisent 40 tonnes de déjections par seconde. Ça pollue les sols, l'air, l'eau. Les bovins sont les principaux responsables des gaz à effet de serre. C'est plus que le secteur des transports. Alors le professeur Mark Post aux Pays-Bas s'est mis en tête de fabriquer de la viande sans animal, sans souffrance et sans abattoir. Nos motivations principales sont la sécurité alimentaire et l'environnement. Si nous ne pouvons pas continuer à rendre cette planète habitable, nous allons tous à la catastrophe. Il a réussi un tour de force avec son équipe. Le premier steak in vitro au monde, à partir de tissus musculaires de bœuf. Il sépare les cellules, les fait grandir dans une solution nutritive, elles se multiplient presque à l'infini. Voilà le hamburger de bœuf. Il faut rajouter du jus de betterave pour la couleur et c'est comestible. Voilà donc à quoi ressemble un de ces produits. C'est un tout petit hamburger qui est fait à partir de cellules souches. Ça pourrait être un hamburger vendu dans les supermarchés dans 6-7 ans, à côté des hamburgers qui proviennent du bétail. Et moi, je choisirais celui-là, pour être honnête. Je connais son goût, je sais que c'est sans danger, je sais tout ça. Le produit est presque au point. So, can you do the honors and lift the lid on your creation? Il l'a même fait tester in vivo à la télévision britannique. In its raw state, it looks quite like a traditional burger. Ces cobayes, des critiques culinaires. Verdict, bluffé. C'est de la vraie viande. Et c'est bientôt en magasin. Je vois un consommateur entrant dans un supermarché dans environ 15 ans.
Et nous aurons des présentoirs avec de la viande habituelle provenant de bétail industriel et de la viande de laboratoire de certains producteurs. Pour la viande provenant du bétail vivant, il y aura probablement une taxe écologique, parce que l'élevage est mauvais pour l'environnement et peut-être un label qui dira « des animaux ont été abattus pour cette viande ». Et cette viande sera peut-être plus chère que la viande de laboratoire. Entre ces deux produits, lequel allez-vous choisir ? D'autres scientifiques cherchent à reproduire des alternatives aux protéines animales, avec les algues, les plantes, les insectes. Va-t-on vers un monde sans animaux dans les fermes, sans vaches dans les prés, sans élevage ? Oui, absolument. Nous avons vécu ça quand il y a eu l'épidémie de la vache folle. Il n'y avait plus aucune vache dans les prés. Nous sommes supposés avoir 1 500 000 cochons dans notre pays. Et personne ne les a jamais vus. Ils sont tous enfermés. Et oui, vous pouvez être très romantique à ce sujet. Vous pouvez être attaché aux vaches et vous pouvez les enlacer, vous pouvez les peindre. Mais en fin de compte, nous abusons massivement des animaux pour nous-mêmes. Il y a 35 ans, Temps Présent dénonçait déjà cette course au rendement et à la surexploitation des animaux. Mais rien n'a vraiment changé. Les professions qui gagnent leur vie comme ça prétendent qu'on ne peut plus revenir en arrière. L'argument ne tient pas. Si l'on avait demandé son avis au consommateur, à supposer bien sûr qu'il ait été informé de la condition animale dans la production industrielle, il est probable que cette violence dégradante ne se serait pas développée. Une menace pour l'homme est enfouie dans le sort que nous faisons subir aux animaux. La société où le poulet, le veau, l'agneau ne sont que des marchandises modifiables à merci prépare d'étranges lendemains à sa descendance. C'est plus qu'une intuition, une certitude. Peut-être que dans 35 ans, nos enfants nous verront comme des bourreaux, coupables d'un crime ahurissant, celui d'avoir tué des animaux sensibles pour manger. Depuis le début de ce reportage, 6 millions d'animaux ont été abattus sur Terre pour notre consommation. Il est peut-être grand temps de revoir nos menus et de changer la manière de traiter nos animaux.